Vous l'attendez, c'est l'heure du bloc-notes de Rachel Kahn, comme tous les mercredis dans le Grand Journal. Bonjour Rachel. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Avec joie. Vous êtes essayiste, auteur notamment d'Encore debout, La République à l'épreuve des mots, publié aux éditions de l'Observatoire. Il y avait eu, Rachel, l'interview à la BBC. Il y avait eu ce refus de participer à la marche contre l'antisémitisme. Il y avait eu aussi le refus de l'Elysée de voir les compagnies israéliennes participer au salon Eurosatori. Et désormais, donc en novembre prochain, au salon Euronaval. Il y avait eu la semaine dernière cet appel à un embargo contre la livraison d'armes offensives à l'armée israélienne pour ses opérations à Gaza, mais ce n'était visiblement pas suffisant pour Emmanuel Macron, qui désormais appelle lors du dernier Conseil des ministres Benyamin Netanyahou, je cite, à ne pas oublier qu'Israël a été créé par une décision de l'ONU et agir en conséquence au Liban. Et vous nous dites cet après-midi, chère Rachel, que les masques tombent. Oui, les masques tombent. J'ai bien aimé votre présentation parce qu'on aurait presque envie de dire cela nous aurait suffi. Il y avait un daïez-nous dans votre introduction. Implicite. Oui. Donc c'est bien parce que c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un abandon, c'est l'histoire d'une trahison. C'est l'histoire d'un naufrage. Et je vais vous dire d'un point de vue personnel, parce que moi, j'ai soutenu Emmanuel Macron pendant la campagne. Je ne suis pas comme ces gens qui détestaient Emmanuel Macron avant ou après, et donc qui finalement en profitent en fait pour avoir des paroles extrêmement violentes. Moi, c'est l'histoire véritablement d'une trahison. Et forcément, les 2 dernières semaines ont été catastrophiques d'un point de vue citoyen, d'un point de vue de ses soutiens, parce que finalement, je me suis trompée. Et effectivement, le masque est tombé. Et c'est un revirement du président de la République ou une clarification de sa part ? Une clarification. C'était flou. Mais vous savez, Steve, dans ces moments-là, dans ces moments de conflit, dans ces moments où les Juifs sont attaqués à travers le monde et où Israël, en fait, est en difficulté, ou en tout cas, il y a une volonté claire de rayer Israël de la carte, le « en même temps » est une trahison. Parce qu'on ne peut pas faire du « en même temps » avec les barbares qui sont en face ou les idéologies islamistes. Aujourd'hui, on le voit, les propos d'Emmanuel Macron sont soutenus par la France insoumise. Et nous, on le sait pourquoi. C'est parce que derrière ces propos, il y a une espèce de paternalisme délétère et de s'adresser à Benyamin Netanyahou en disant « votre pays, son pays ». Ce n'est pas le pays de Benyamin Netanyahou, c'est le pays des Israéliens. Et c'est le pays avec lequel les Juifs à travers le monde sont attachés. Et comme son existence était toujours conditionnée à l'approbation de la communauté internationale. Alors absolument. Ensuite, évidemment, il y a l'erreur historique, il y a la méconnaissance, donc finalement une révision finalement en creux de l'histoire. Et c'est pour ça que c'est une trahison. C'est une trahison qui alimente la cible que les Juifs ont dans le dos en France. Rachel, plus globalement, vous vous interrogez sur l'action des institutions onusiennes. Il y a ces nouvelles déclarations furieuses de Francesca Albanese, la rapporteuse spéciale des Nations Unies, qui compare une nouvelle fois les actions israéliennes à ceux de l'Allemagne nazie. Et puis, le Conseil de sécurité, dont vous épinglez le manque de cohérence. Oui, parce que là, on a des grandes leçons de la part du président de la République. C'est quand même le président de la République qui passe complètement à côté de l'histoire, de la grande histoire internationale, puisqu'il aurait dû être moteur dans la lutte contre le terrorisme, et de l'histoire nationale, puisque effectivement, il appelle au cessez-le-feu, et puis qu'il donne des leçons, alors même qu'il faut rappeler ce qu'est le Conseil de sécurité de l'ONU, cette incohérence où nous avons aujourd'hui la Chine, très exemplaire en matière de droits de l'homme. Qui menace à nouveau Taïwan d'un blocus. Absolument. La Russie, donc là, au niveau de la nazification, notamment de l'Ukraine, on est bon. La Grande-Bretagne, qui à l'époque était quand même le pays de la colonisation. La France, un État collabo, en fait, collabo et par ailleurs colonial. Et puis les États-Unis, dont les fondements sont faits sur de la colonisation, du racialisme et du racisme. Et c'est de cet organe-là, en fait, que Israël doit recevoir des leçons par rapport à l'ensemble des résolutions. On voit qu'il y a 60%, en fait, des rapports qui sont des rapports issus du Comité des droits de l'homme qui sont contre Israël, par exemple. Et je vous passe les questions de la CPI et autres propos du secrétaire général de l'ONU qui est à charge contre l'existence d'Israël, très clairement. Rachel Kahn, parlons à présent du dossier ô combien sensible des otages toujours retenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Et vous vouliez mettre en lumière cet après-midi la demande des avocats des victimes du 7 octobre faite au procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, de requalifier les poursuites contre le Hamas en crime de génocide
Pourquoi cette demande pourrait-elle avoir, selon vous, chère Rachel, des conséquences historiques? Oui, parce qu'effectivement, Karim Khan à la CPI a souligné finalement une demande de mise en examen de 3 leaders du terrorisme du Hamas pour crimes contre l'humanité et pour crimes de guerre. Ce ne sont pas des faits qui sont justes par rapport aux faits. Là, ce qui se passe, c'est que Françoise Imray et l'avocate Finel, qui sont en charge des 11 familles d'otages, ont donc élaboré un rapport pour véritablement qualifier ce qui s'est passé le 7 octobre de génocide, parce que le génocide, au regard de la communication qui est faite notamment sur les réseaux sociaux, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un mot d'ordre, ce n'est pas quelque chose comme ça que l'on balance sur les réseaux sociaux. Le génocide a une définition extrêmement précise, puisque c'est l'intention, la planification de détruire un peuple, et c'est inscrit dans la charte du Hamas. Et c'est pour cela, en fait, dans ce rapport qui a été remis, ces 30 pages qui ont été remis à Karim Khan, avec les 70 points qui détaillent ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est véritablement un acte de génocide avec l'intention de détruire Israël et l'ensemble des Juifs. Et vous êtes plutôt confiante sur la bonne réception des arguments des avocats des victimes du 7 octobre? Alors, puisque de toute façon, aujourd'hui, cette guerre s'effectue sur plusieurs fronts, le front militaire, le front juridique, le front politique, le front diplomatique, mais le front de la communication. Je pense que ce rapport a une importance aussi en termes de communication pour véritablement rappeler à chaque fois qu'on l'entend, notamment dans les propos de la France insoumise, ce qu'est un génocide. Merci beaucoup Rachel Khan d'avoir été avec nous pour retrouver votre intervention sur YouTube et sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. À la semaine prochaine. Oui, avec plaisir.